Merci de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Violence électorale à l'horizon de scrutin présidentiel en Afrique. D'abord au Togo, à l'approche de l'élection, l'opposition veut empêcher le président Faure Gnassingbé de briguer un troisième mandat de 5 ans, mais elle dispose de peu de moyens de pression et peine à s'exprimer d'une seule voix. Faure Gnassingbé, dont la famille est au pouvoir depuis près de 50 ans, n'a pas encore annoncé s'il serait candidat à sa propre succession lors de l'élection de 2015, dont la date n'a pas encore été fixée. Mais dans l'état actuel des choses, la Constitution ne l'en empêche pas. Un projet de loi prévoyant des réformes constitutionnelles réclamées de longue date par l'opposition, dont l'élection du président au suffrage universel à 2 tours contre un tour actuellement pour 2 mandats de 5 ans au maximum, a été rejeté le 30 juin dernier par les députés de l'Union pour la République UNUR au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale avec 62 sièges sur 91. Des promesses de réforme datent pourtant d'un accord signé en 2006 par tous les acteurs politiques togolais sous la médiation du président burkinabé Blaise Compaoré suite aux violences post-électorales de 2005 qui avaient fait, rappelez-vous, 400 à 500 morts selon l'Organisation des Nations Unies. Au Burundi, toujours dans ce registre électoral, il y a restriction de l'espace politique qui entrave aux libertés. Opposant évincé à 8 mois d'élections générales cruciales dans le pays, le président Pierre Nkurunziza, même s'il s'en défend, est accusé de faire le vide autour de lui. Le pouvoir de Pierre est en train de poursuivre son œuvre de destruction de l'opposition et il est en train d'y réussir car tous les véritables opposants sont en exil, soit poursuivis en justice ou ont été chassés de la tête de leur parti, dénonce Léon Ngendakumana, président de l'Alliance démocratique pour le changement, principale coalition d'opposition du pays, acteur clé du processus de paix au Burundi, président du parti Hutu d'opposition qui a dirigé le Burundi durant la longue guerre civile de 1993 à 2006. Ngendakumana vient lui-même d'être condamné à 1 an de prison ferme pour dénonciation calomnieuse. Le vice-président de Frodebo, Frédéric Bambou Kingyumbivra, est lui poursuivi pour une sombre histoire de mœurs et le président du mouvement pour la solidarité et le développement, Alexis Sindoudié, recherché lui pour incitation à une insurrection armée à la suite d'une manifestation non autorisée de ses partisans qui avait dégénéré en violent affrontement avec la police, a préféré lui l'exil en Belgique. Le sud du Soudan a adopté une législation controversée renforçant encore les pouvoirs de ses puissants services de sécurité. Selon des médias, jeudi, la nouvelle loi permet de procéder à des arrestations sans mandat. Seul garde-fou, les personnes interpellées devront être présentées à un tribunal sous 24 heures. Pour Human Rights Watch, la législation qui doit encore être promulguée par le président Salva Kiir cautionne les détentions et interrogations abusives du service de sécurité nationale. Avant le vote, Amnesty International avait elle aussi mis en garde contre le texte, estimant qu'il allait donner au NSS des pouvoirs pratiquement illimités d'arrestation. Le Soudan est déchiré depuis cette date par un conflit émaillé d'atrocités entre les troupes fidèles au président Salva Kiir et celles de son ancien vice-président et rival Riek Machar. Dans cette guerre, des milliers de personnes, sans doute des dizaines de milliers, mais aucun bilan précis n'existe, ont été tués et plus d'1 800 000 déplacés. Aux États-Unis, un condamné à mort libéré après 9 ans de prison, Manuel Vaz, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, avait été arrêté en 2005 et condamné à mort en 2008 pour le meurtre du fils de sa petite amie âgée d'1 an. Les examens médicaux avaient pourtant prouvé que les blessures mortelles à la tête de l'enfant avaient eu lieu alors que Vaz travaillait sur un chantier de Tennessee, selon un communiqué de l'Union américaine de défense des libertés. Cet immigré hispanique qui ne pouvait alors pas lire l'anglais et dont le quotient intellectuel était de 65, avait signé une confession sans la comprendre et son avocat n'avait pas utilisé les témoignages attestant que sa petite amie avait des antécédents de mauvais traitements sur ses enfants. Selon la même source, Manuel n'aurait jamais dû être emprisonné, abandonné dans le couloir de la mort à attendre d'être exécuté. Il est sans doute innocent, a déclaré son avocat Brian Stoll. Nous devrions avoir honte des erreurs qui ont conduit Manuel au bord de l'exécution, a-t-il ajouté, citant
citant une étude récente selon laquelle un condamné à mort sur 25 est innocent aux États-Unis. Et nous terminons aux États-Unis avec quelque chose de plus gai. Michelle Obama a réuni à la Maison-Blanche mercredi dernier les grands noms de la mode américaine ainsi que 150 étudiants pour plancher sur la mode pendant une journée entière. Cette opération mode dont Women's Wear Daily s'est fait l'écho a réuni les couturiers Narciso Rodriguez, Thom Browne, Reed Krakoff entre autres. La première dame a elle été présentée par la plus célèbre des journalistes mode, Anna Wintour, directrice artistique de Condé Nast et rédactrice en chef du Vogue américain, mais surtout fervente supportrice de Barack Obama. Madame Michelle Obama a rappelé qu'aux États-Unis, 350 milliards de dollars étaient dépensés en mode et en chaussures chaque année et que 1,4 million d'Américains travaillaient pour cette industrie. La mode, a déclaré la première dame américaine, c'est bien plus qu'une paire de talons ou qu'un ourlet parfait. Pour beaucoup de gens dans notre pays, c'est une vocation, une carrière et un moyen de nourrir leur famille. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était important d'inviter cette industrie à la Maison-Blanche et partager tout cela avec la nouvelle génération. No comment. Voilà, c'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer chez nous. On se retrouve demain.